Les tensions ont éclaté dans un tribunal de Dallas ce matin lorsque la représentante américaine Jasmine Crockett s'est retrouvée dans une bataille juridique inattendue, non pas en tant qu'avocate, mais en tant qu'accusée. Ce qui a commencé comme une brève comparution devant le tribunal s'est transformé en une confrontation acharnée avec un juge notoirement belliqueux, déclenchant une chaîne d'événements qui pourrait ébranler les fondements même de la responsabilité judiciaire. La salle d'audience était déjà animée lorsque Jasmine Crockett a poussé les lourdes portes en chêne. Ses talons claquaient sèchement contre le sol carrelé et poli. Il était 9h27, soit 12 minutes après l'heure prévue pour l'audience. Ce retard était inhabituel pour elle, mais inévitable. Quelques instants auparavant, elle avait été entraînée dans un appel urgent de la commission de surveillance de la Chambre des représentants concernant un rapport de dénonciateurs classifiés lié à des abus dans une prison du nord du Texas. Elle ne pouvait pas l'ignorer lorsque des vies étaient potentiellement en jeu. Le tribunal, connu localement sous le nom de Puits de Pearson, en raison de la réputation du juge à réprimander les jeunes avocats et les primo-délinquants, s'est tu au moment où elle est entrée. Tous les regards se sont tournés vers elle. Le juge Michael Pearson, une figure vieillissante au front plissé et enclin à l'humiliation publique, s'est penché en avant depuis son banc, comme un faucon repérant une proie facile. « Bien », Pearson parla lentement, parcourant les documents avec un dédain théâtral. « Congrès ou non, la ponctualité compte dans mon tribunal. » Crockett se tenait debout, ajustant le revers de son blazer sombre. Sa voix était ferme. « Votre honneur, je m'excuse pour le retard. J'ai reçu un appel urgent lié à mes fonctions de membre du Congrès. Je ne suis pas intéressé par vos excuses, » interrompit-il, frappant brusquement le maillet une fois pour faire bonne mesure. Outrage au tribunal. Amende de $500. Quelques murmures ont parcouru les bancs arrière, où les journalistes avaient déjà commencé à prendre des notes frénétiques. Crockett haussa un sourcil, mais ne faiblit pas. Vous m'infligez une amende pour un retard de 12 minutes, dû à une urgence liée à mes fonctions au Congrès. Les lèvres de Pearson se retroussèrent en un sourire narquois. Je trouverais n'importe qui manque de respect à ce tribunal. Sa mâchoire se serra. Ce n'était pas une question de retard, c'était personnel. La salle pouvait sentir la tension entre les deux. Elle a commencé à bourdonner comme de l'électricité statique. La raison de sa comparution était ironiquement bénigne. Une infraction au code de la route signalée par erreur sous son nom en raison d'une erreur administrative dans un registre de véhicules de la ville. Elle avait choisi de comparaître en personne, plutôt que de laisser un membre de son personnel s'en occuper, par souci de rester sur un pied d'égalité avec ses électeurs. Mais ce qui aurait dû prendre quelques minutes se transformait maintenant en spectacle. Jasmine s'approcha calmement du pupitre. « Puis-je parler, votre honneur ?»« Parlez par tous les moyens, » dit-il moqueur, se penchant en arrière sur sa chaise. « Divertissez-nous. » Son expression ne vacilla pas. « Votre honneur, j'ai été défenseur public et législateur. Je suis parfaitement consciente du protocole du tribunal. Je suis également consciente du pouvoir discrétionnaire du juge et de la manière dont il est appliqué de manière incohérente aux accusés en fonction de leur âge, de leur origine ethnique ou de leur statut professionnel. » Un faible murmure d'acquiescement approuva la salle d'audience. Les yeux de Pearson se plissèrent. « Vous insinuez que ce tribunal est partial ? J'affirme que les schémas de punition excessive méritent un examen minutieux. J'ai vu d'innombrables jeunes accusés être condamnés à des amendes, emprisonnés ou humiliés pour des infractions que d'autres ignorent. Ce tribunal a une réputation. » Le ton de Pearson tomba dans un murmure froid et calculé. « Vous patinez dangereusement près d'une autre accusation d'outrage. »« Et vous patinez dangereusement près de la violation du code de conduite judiciaire » rétorqua Jasmine, faisant particulièrement référence au canon de 3B. Un malaise palpable envahit la salle d'audience. Pearson, visiblement décontenancé, tenta maladroitement de se ressaisir, dissimulant son trouble derrière un rire forcé. « Vous croyez pouvoir venir ici me donner une leçon d'éthique ? Si personne ne le fait, vous continuerez à intimider les accusés incapables de se défendre, » lança Jasmine, le ton cinglant. L'attention de l'assistance était désormais totalement captivée, des téléphones enregistrant discrètement la scène, des journalistes murmurant entre eux. Jasmine poursuivit, son mépris palpable. L'objectif du tribunal est de défendre la dignité et non de flatter les égaux. Je paierai l'amende de $500 aujourd'hui, mais je déposerai également une plainte officielle auprès de la Commission du Texas sur la conduite judiciaire.
Et puisque vous avez choisi de personnaliser les choses, je soumettrai des données pour appuyer un examen systémique de vos pratiques au sein de ce tribunal. Le visage de Pearson vira au rouge. Son marteau restait inerte. À l'extérieur du tribunal, Alyssa Torres, la directrice de la communication de Jasmine, répondait déjà aux sollicitations des médias locaux, alertés de la situation. Un membre du conseil municipal avait envoyé un message, exprimant son soulagement de voir quelqu'un enfin affronter Pearson. Le juge Pearson tenta de reprendre le contrôle. Vous constaterez que les plaintes contre les juges n'aboutissent généralement pas. Mais si vous voulez perdre votre temps, libre à vous. Le regard de Crockett était perçant. Il ne s'agit pas de temps perdu, juge Pearson. Il s'agit d'établir un précédent. Si une personne comme moi, avec une formation juridique, une visibilité publique et l'autorité d'un membre du Congrès, peut être traitée de cette manière, imaginez ce qui arrive à ceux qui ne disposent pas de ces protections. L'audience fut officiellement levée, mais personne ne bougea. Pearson martela son marteau à 2 reprises. « Sortez de mon tribunal ». Jasmine ne sia pas. Son téléphone vibra, signalant un message d'un ancien employé du tribunal ayant suivi l'incident sur les médias locaux. « Vous avez parfaitement raison à son sujet. J'ai des preuves. » Crockett s'arrêta à l'extérieur du tribunal, encerclé par les caméras, et s'adressa à la presse. « J'ai été reconnu coupable d'outrage aujourd'hui pour un retard de 12 minutes, dû à une urgence au Congrès. Mais le véritable outrage est ce qui se produit quotidiennement dans ce tribunal, envers les jeunes accusés noirs et bruns, envers ceux qui sont dépourvus de privilèges. Aujourd'hui, nous commençons à poser des questions. Ce qui avait commencé comme une simple erreur du tribunal se transformait rapidement en un affrontement entre la justice et le pouvoir, entre l'intimidation et la résistance. Et bien que la confrontation immédiate fût terminée, la véritable bataille ne faisait que commencer. Derrière le banc de Pearson se cachaient des années de décisions incontrôlées, et Jasmine venait d'allumer la mèche. De retour à son bureau cet après-midi-là, l'affaire avait déjà fait le tour des principaux médias du Texas. Une membre du Congrès reconnue coupable d'outrage par un juge controversé, titraient les journaux. La vidéo, granuleuse et tremblante, montrait clairement Jasmine Crockett, impassible, face aux invectives du juge Pearson. Sur Twitter, la polémique enflait. Avocats, militants et défenseurs publics à travers le pays partageaient et commentaient l'affaire avec des hashtags tels que Con Pearson Pitfall et Justice Not Ego. Cependant, dans les murs du palais de justice George L. Allen, l'atmosphère était moins numérique et beaucoup plus personnelle. Michael Pearson, furieux, arpentait son bureau, sa table en acajou servant de témoin silencieux à sa colère. Son téléphone vibrait sans cesse. Dana, sa jeune assistante, tentait discrètement de se faire oublier, tandis qu'il vociférait, s'adressant à personne en particulier. « Elle croit qu'elle va m'intimider » siffla Pearson, jetant son téléphone sur la table. Sur son carnet posé sur la table, Dana réfléchit aux journalistes et aux tweets qui visent à déstabiliser 30 ans de pouvoir judiciaire. Elle a du mal à accepter le comportement du responsable de la commission. Son bureau l'a contacté pour obtenir une déclaration sur l'incident de ce matin, et l'ordre des avocats vient de lui envoyer un courriel concernant ses propos. Elle a gaspillé son temps. Il s'est retourné et m'a remis la transcription non censurée de l'audience. Pendant ce temps, Jasmine avait déjà pris 3 longueurs d'avance dans son district de Dallas. Elle a convoqué une salle de crise silencieuse avec son équipe législative, ses conseillers juridiques et 2 anciens défenseurs publics de confiance depuis ses débuts dans le métier. Des ordinateurs portables brillaient, des tasses à café étaient alignées sur la table. Tout le monde parlait d'un ton sobre et déterminé. « J'ai déjà déposé la demande d'enquête pour faute professionnelle », a annoncé Jasmine, « mais il nous faut davantage de témoignages. Des anecdotes ne suffiront pas. Nous avons besoin d'identifier des schémas de condamnation, des disparités, des préjugés sexistes, des profilages raciaux, tout ce qui porte son nom dans les données des procès. J'ai obtenu les transcriptions, a précisé Terrence, son chercheur juridique. J'effectue des recoupements entre les requêtes et les objections rejetées par le juge Pearson au cours des 5 dernières années. On constate un pic, notamment parmi les prévenus de moins de 30 ans. Les médias cherchent à nous joindre pour des commentaires, a ajouté Alyssa, sa directrice de la communication. Les chaînes nationales MSNBC, CNN et même The Hill. Nous n'hésiterons pas à nous exprimer publiquement, a déclaré Jasmine, mais de manière stratégique. Il ne s'agit pas seulement de moi,
mais du tribunal de Pearson, qui est un microcosme des problèmes systémiques omniprésents. Il faut raconter cette histoire. À l'extérieur du tribunal, une foule de manifestants et de journalistes s'était rassemblée, brandissant des pancartes portant des slogans tels que « La justice ne doit pas être personnelle » et « Le pouvoir n'est pas au-dessus de tout contrôle ». D'autres scandaient simplement « Nous te soutenons, Jasmine ». De retour à l'intérieur du tribunal, le juge Pearson ne comptait pas reculer. Il a ouvert la séance de l'après-midi par un discours glaçant devant une salle stupéfaite. « Le décorum de ce tribunal a été miné par un acte flagrant », a-t-il déclaré d'une voix froide et ferme. « Je tiens à préciser que ce tribunal n'est pas un État, et ce maillet n'est pas un accessoire. La prochaine personne qui confondra les deux sera sanctionnée au maximum de la loi. » La menace planait dans l'air comme un brouillard. Mais à chaque mot prononcé, une nouvelle fissure apparaissait sur le socle de marbre sur lequel il se tenait. À l'autre bout de la ville, Jasmine rencontrait discrètement deux jeunes avocats, ayant travaillé avec le juge Pearson des années auparavant. Ils étaient prudents, nerveux, mais déterminés. « Vous avez raison », a affirmé l'une d'elles, Marissa. Il réprimande les défenseurs publics et les ignore. Il est plus sévère dans ses jugements si un prévenu lui répond. « Avez-vous déjà signalé cela, Jasmine ?» a-t-elle demandé. À chaque fois, il n'y avait pas eu de réponse. Sa mâchoire se crispait. Cela s'arrête maintenant. Le soir même, elle est apparue à la télévision nationale. Sous les projecteurs du studio, face à un présentateur politique chevronné, elle s'est exprimée avec la même maîtrise, clarté et fermeté que le matin. Je n'ai pas défié le juge Pearson parce que je suis une politicienne, mais parce que je suis une avocate et une femme noire qui a vu de ses propres yeux ce à quoi ressemble un pouvoir judiciaire incontrôlé lorsqu'il s'attaque à des personnes vulnérables. Une amende de 500 $ est une tape sur les doigts pour quelqu'un comme moi. Mais ce même homme a infligé des sanctions qui ont bouleversé la vie de personnes qui n'avaient pas les moyens de se défendre. L'extrait est devenu viral avant même la fin de l'entrevue. Le lendemain matin, le tribunal du juge Pearson était sous le feu des projecteurs. Une coalition d'avocats spécialisés dans la défense des droits civiques. Suite à la divulgation publique des pratiques judiciaires contestables du juge Pearson, la réaction populaire a été immédiate et massive. Alors que le bureau du procureur s'engageait à réexaminer plusieurs centaines de dossiers antérieurs, des dénonciations anonymes ont commencé à affluer, décrivant en détail des expériences alarmantes vécues devant le tribunal de Pearson. Un courriel particulièrement poignant relatait comment un individu avait écopé de 30 jours de prison pour avoir simplement exprimé son désaccord avec le juge. L'accusé, âgé de seulement 19 ans à l'époque, s'était vu refuser le droit de contacter son avocat. Face à cette controverse grandissante, Pearson a adopté une posture inflexible. Il a renforcé son équipe, intensifié les mesures de sécurité et exigé que les journalistes restent à l'extérieur du bâtiment. Cependant, au 3e jour de cette escalade, il a commis une erreur fatale. Jasmine, loin de se laisser intimider, est retournée au tribunal, non pas en tant qu'accusée, mais en tant qu'observatrice. Assise discrètement au dernier rang, sans caméra ni journaliste, elle prenait des notes silencieusement. La présence de Jasmine n'a pas échappé à Pearson, et cela l'a visiblement déstabilisée. Ce matin-là, un jeune homme de 22 ans, Lon Vasquez, était accusé de troubles à l'ordre public. Il s'agissait de sa première infraction, et il n'avait aucun antécédent judiciaire. Son avocat a plaidé pour le rejet de l'accusation, invoquant le manque de preuves. Pearson a rejeté la demande sans explication. C'est alors que Lyon a commis l'erreur de lever la main. « Monsieur, je ne savais même pas… » a-t-il commencé avant d'être interrompu par Pearson. « Un seul mot de plus, et vous vous retrouverez en outrage au tribunal. » La plume de Jasmine s'est figée sur le papier. Léon a regardé son avocat, qui lui a murmuré de se taire. Pearson a plissé les yeux. « Vous savez quoi ? 30 jours à la prison du comté. Peut-être que cela vous apprendra à vous comporter dans une salle d'audience. » Des soupirs et des jurons étouffés ont parcouru la salle. Jasmine s'est levée lentement, reprenant son souffle. Son assistante a immédiatement envoyé un message, signalant le moment opportun pour contacter les médias. Il était déjà trop tard pour que Pearson fasse marche arrière. Elle a quitté le tribunal en silence, mais son téléphone a sonné avant même qu'elle n'atteigne l'ascenseur. Il l'a refait, disait le message. Pearson, inconscient de l'ampleur des événements qui se déroulaient autour de lui, a continué ses activités comme à son habitude.
Les coups de marteau retentissaient, les voix s'élevaient, les demandes étaient rejetées. Mais à l'extérieur, les conséquences s'enchaînaient rapidement. Les législateurs de l'État ont commencé à réclamer une enquête judiciaire. Le barreau du Texas a annoncé une session d'urgence pour examiner les plaintes du public. L'association du barreau a commencé à contacter d'anciens accusés. Au centre de cette tempête, Jasmine Crockett restait calme, observant et documentant. Elle ne cherchait pas à se venger, mais à bâtir un dossier solide. Et elle n'était pas seule. À la fin de la semaine, le bureau de Jasmine Crockett était submergé de documents juridiques, de témoignages de première main et d'enregistrements vidéo du juge Pearson dans sa salle d'audience. Certains provenaient d'anciens employés, d'autres avaient été discrètement enregistrés par les accusés et leurs familles. Ce qui avait commencé comme un affrontement personnel s'est transformé en un règlement de compte judiciaire complet. Elle n'avait pas appelé à la manifestation, mais les gens se sont présentés de toute façon. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le tribunal chaque jour, brandissant des pancartes, exprimant leur douleur et réclamant justice. Mes droits comptent. Les tribunaux ne sont pas des trônes, proclamaient les pancartes. Merci Jasmine. À l'intérieur, Pearson restait provocateur. Il rendait des jugements avec une agressivité contenue, chaque verdict empreint de l'amertume d'un homme voyant son pouvoir s'effondrer. Les projecteurs étaient désormais braqués en permanence sur lui, et chaque décision de son tribunal était disséquée en temps réel par des avocats, des journalistes, des militants et même d'autres juges. La commission de conduite judiciaire du Texas a annoncé un examen formel du tribunal de Pearson, invoquant des schémas inquiétants de comportements punitifs incompatibles avec l'éthique judiciaire. Cela aurait été un développement frappant dans des circonstances normales, mais la situation était loin d'être normale. Jasmine n'est plus restée assise à observer. Elle a transformé la pression en politique. Elle a élaboré un projet de loi bipartite qui appelait à la mise en œuvre d'une formation obligatoire à la déontologie. Face à la préoccupation croissante concernant les préjugés au sein du système judiciaire, une initiative législative majeure a vu le jour. Portant le nom de loi sur la responsabilité des tribunaux et l'exécution de la justice, ou CAFE, en référence à l'idée que la justice doit être aussi accessible et transparente qu'un espace public ouvert, cette loi ambitieuse propose une supervision accrue des tribunaux locaux. Elle prévoit également la création d'un conseil de révision indépendant, composé d'anciens juges, de défenseurs publics et de représentants de la communauté, chargés d'auditer les tribunaux à travers l'État. Ce projet de loi a rapidement gagné en popularité, galvanisant les législateurs qui, auparavant, avaient esquivé les réformes judiciaires. Ces derniers ont soudainement vu leur boîte de réception débordée de lettres, d'appels téléphoniques et de demandes pressantes de leurs électeurs. L'élément déclencheur de ce changement d'attitude fut le témoignage poignant de Jasmine devant une sous-commission. Jasmine a présenté un récit précis et inébranlable de ce qu'elle avait vécu, étayé par des centaines de pages de preuves et de témoignages. Elle a souligné que le problème ne se limitait pas à un seul juge, mais qu'il s'agissait d'un système qui permettait au silence de se faire passer pour la justice. Elle a averti que si de telles injustices pouvaient se produire à Dallas, elles pouvaient se produire n'importe où, mais elle a juré que cela ne se reproduirait plus sous leur surveillance. Ces mots percutants ont propulsé le projet de loi vers l'avant. Cependant, la bataille au tribunal n'était pas encore terminée. Le jour de l'audience disciplinaire du juge Pearson est arrivé. Jasmine est arrivée tôt, non pas en tant que prévenue ou spectatrice, mais en tant que témoin. Bien que son témoignage fût prévu pour la deuxième partie de la journée, sa seule présence dans la salle d'audience envoyait un message clair. Elle était toujours là, et elle observait. Le juge Pearson a fait son entrée avec son assurance habituelle, flanqué de 2 avocats en costume gris. Il a brièvement jeté un regard dans sa direction, mais Jasmine n'a pas baissé les yeux. Il s'est assis à la table des accusés, ironiquement la même table, où tant de jeunes prévenus avaient autrefois imploré justice. La première partie de l'audience a été consacrée à la condamnation du juge Pearson. D'anciens défenseurs publics ont témoigné de ses décisions erratiques et de son mépris flagrant pour les jeunes avocats. 2 employés ont lu des extraits de mémos internes où le juge Pearson qualifiait les prévenus d'enfants ayant besoin d'une bonne correction. Une avocate latino-américaine a raconté un cas où le juge Pearson avait rejeté sa motion sans l'écouter, lui disant de garder son théâtre pour le tribunal de l'immigration.
Le panel est resté impassible lorsque Jasmine a pris la parole. Le silence dans la salle était palpable. Elle a levé la main, a prêté serment et s'est assise. D'une voix ferme et inébranlable, elle a relaté les événements de sa comparution devant le tribunal. Le mépris gratuit, le ton sarcastique, les préjugés masqués sous le couvert du protocole. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. « Je ne suis pas ici pour déposer une plainte personnelle », a-t-elle déclaré. « Je suis ici pour dénoncer un système. J'ai parlé avec des prévenus que le juge Pearson a condamnés, avec des avocats qui craignaient des représailles, avec des employés qui ont été forcés de se taire. Je vous pose la question. Qu'est-ce que cela dit de nos tribunaux lorsque la justice est plus redoutée que le crime ?» L'avocat principal du juge Pearson s'est opposé à son ton, mais le panel l'a rejeté. Jasmine a terminé sa déclaration sans note, sans drame, sans haussement de voix, avec seulement la vérité. Et cette vérité, indéniable, était accablante. À la fin de l'audience, le panel a annoncé que le juge Pearson serait suspendu temporairement en attendant une enquête plus approfondie. La salle a réagi, non pas par des applaudissements, mais par un silence de soulagement, comme si un soupape de pression avait enfin été relâché. Le coup de grâce est arrivé 3 jours plus tard. Un audit d'urgence des dossiers du tribunal du juge Pearson a révélé des schémas constants de peines disproportionnées, des rejets fréquents de motions sans motif et au moins 42 accusations d'outrage au tribunal confirmées contre des prévenus mineurs. À l'âge de 25 ans, son attitude ayant causé des troubles, il a été définitivement exclu de la juridiction. Cependant, Jasmine n'en est pas restée là. Elle est retournée au Congrès, forte d'un appui législatif et d'un soutien populaire considérable. Son projet de loi Café a été adopté par la Chambre avec un consensus bipartite, puis rapidement par le Sénat. La loi a été promulguée lors d'une conférence de presse qui rendait hommage aux personnes que Pearson avait réduites au silence pendant des années. Ainsi, le premier tribunal de l'histoire du Texas a été placé sous la surveillance de la communauté, un modèle qui a ensuite été reproduit dans d'autres États. Quelques mois plus tard, une fresque murale est apparue sur le mur d'un centre d'aide juridique communautaire à Dallas. Elle représentait Jasmine Crockett devant le tribunal, une main tenant une balance de la justice, l'autre maintenant ouverte la porte du tribunal. En dessous, une inscription en gras affirmait « La justice ne s'acquiert pas en silence, elle s'exige en sa présence. Elle n'a jamais souhaité devenir le symbole d'un mouvement. Elle voulait simplement que la justice soit rendue pour elle-même et pour toutes les personnes contraintes de se taire devant un marteau qui avait depuis longtemps oublié sa fonction. Mais parfois, l'étincelle que l'on allume pour éclairer son propre chemin finit par embraser tout le système. Et de ces cendres, quelque chose de meilleur peut naître.